Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien installés. Je m'appelle Eric Battini, je suis avec notre ami José Coll, un des fondateurs d'AF3M, pour ma part en tant qu'aidant. Et j'aurai le plaisir d'animer cette seconde partie aujourd'hui. Comme chaque année, nous choisissons un thème différent pour cette seconde partie, qui est fonction des souhaits que vous avez exprimés lorsque vous avez rempli nos formulaires l'an dernier. Alors cette année, conformément à ce que vous avez demandé l'an dernier, nous avons choisi d'aborder le thème de la vie relationnelle, la vie sociale, la vie professionnelle et la vie affective. Nous avons vu en première partie que se faire soigner, c'est primordial. Et bien sûr, vivre dans de bonnes conditions, c'est tout aussi important pour les malades et pour les aidants. D'où le thème de notre seconde partie, moi, le myélome et les autres. Alors, j'ai le plaisir, évidemment, de retrouver le professeur Bertrand Arnulf et le docteur Stéphanie Harel de l'hôpital Saint-Louis. Et nous avons, de façon un peu inopinée aujourd'hui, la chance d'avoir Agnès Perper, qui est psycho-oncologue, et Gérard Giner, qui est membre de la F3M et également membre du conseil. Et tous les deux animent un groupe de parole à Paris. Et en fait, ils nous ont fait le plaisir de bien vouloir participer à cette tribune, car nous attendions la participation d'autres intervenants qui n'ont pas pu venir, certains parce qu'ils étaient souffrants, et donc au pied levé, et je pense que nous pouvons les remercier, ils ont accepté effectivement également de répondre à certaines de vos questions. Alors, je vous propose de commencer par visionner une petite vidéo au sujet d'une enquête qui a été réalisée pour AF3M au mois d'août 2023 sur la vie sociale, professionnelle et affective auprès de malades et d'aidants. Nous pouvons voir la vidéo. Impact du myélome sur la vie sociale et affective. L'AF3M a mené une enquête en août 2023 auprès des malades du myélome multiple et de leurs aidants pour mieux comprendre leur quotidien. 551 d'entre eux ont répondu au questionnaire, 481 malades et 70 proches aidants. Voici un focus sur l'impact du myélome sur la vie sociale et affective, thématique de la JNM 2024. L'arrivée de la maladie, l'annonce de la rechute, les effets secondaires des traitements provoquent des bouleversements pour le malade et ses proches. La maladie a un impact conséquent sur la vie sociale et professionnelle des malades et des aidants. Certains expriment un sentiment d'isolement, 13% des malades et 19% des aidants. Vie professionnelle et vie personnelle entre parenthèses, peu de contact vers l'extérieur, incertitude sur l'avenir, changement de vie, la majorité des aidants estiment que la maladie de leurs proches a pour principale conséquence un impact sur leur vie sociale et professionnelle. Un malade sur 4 déclare avoir rencontré des difficultés professionnelles, arrêt maladie, perte d'emploi, invalidité, retraite depuis le diagnostic de leur maladie. Malades et proches expriment des difficultés sociales, perte, éloignement d'amis. 22% chez les malades, 26% chez les aidants. Selon l'enquête, la maladie les empêche de mettre en place des projets, de penser à l'avenir. 57% des malades, 72% des proches aidants. La maladie bouleverse également la vie affective des malades et de leurs proches aidants. Baisse du désir, problèmes sexuels, infertilité, malades et aidants rencontrent des difficultés dans leur couple. 47% des malades, 54% des proches aidants. Ces difficultés n'ont pas été abordées par l'équipe soignante pour une grande majorité d'entre eux. 89% côté malade, 97% côté aidant.
et la consultation d'un sexologue est quasiment inexistante. Ils expriment également des difficultés à communiquer avec leurs proches, conjoints, enfants, amis, 25% des malades, 37% chez les aidants. Parmi les informations et accompagnements prioritaires à développer par la F3M, ils sont une majorité à souhaiter un entretien d'orientation avec un psychologue. 52% des malades, 73% des aidants. Malades et aidants s'efforcent de rester actifs. Même si la maladie bouleverse leur vie sociale et affective, la majeure partie estime mener une vie active. Sorties, voyages, 68% des malades, 46% des proches aidants. Promenade, sieste, temps passé en famille, activités physiques, sorties culturelles, loisirs, malades et aidants jugent que de nombreuses activités améliorent leur quotidien. Leur plus grande victoire reste d'arriver à retrouver une vie normale, 70% des malades, d'offrir le meilleur soutien possible, 38% des aidants. Malades, aidants, tous unis pour préserver sa vie affective, relationnelle et sociale. Bien, alors dans cette enquête, nous avons vu apparaître un nouveau personnage. Nous avons parlé des malades et des traitements en première partie. Et là apparaît l'aidant. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'aidants dans cette salle? Je vous demanderai carrément même de vous manifester en applaudissant pour qu'on se rende compte. Oui. Ah bah, c'est considérable, donc bravo et merci d'avoir accompagné vos proches aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers nos intervenants. Quel est votre regard sur cette enquête et est-ce qu'il y a des résultats qui vous surprennent? Oui et non. Je crois que, ce qui est frappant, c'est que il y a quand même encore beaucoup de difficultés, semble-t-il, à la reprise du travail ou rencontrées dans la reprise du travail, parce que nous, moi, c'est un peu ce qui m'a interpellé, et aussi évidemment les problèmes, une fois sur deux, en fait, à peu près un malade sur deux, des problèmes dans la vie affective et dans le couple aussi. Ce que nous allons aborder dans les vidéos qui vont suivre, nous allons rentrer dans chacun de ces thèmes, la vie professionnelle, la vie professionnelle, la vie affective et également la vie sociale. Nous allons arriver sur ces volets. Non, je pense que, mais c'était déjà un message de la F3M sur plusieurs enquêtes, c'est que les aidants sont sont plus angoissés et ont plus peur de l'avenir que les patients. Je pense que c'est quelque chose qui, nous, soignants, avons peut-être un peu plus de mal à palper et à appréhender et sur lesquels on a beaucoup de progrès à faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'était ça la remarque que je voulais faire, c'est que je trouve qu'il y a plusieurs critères dans l'étude qui a été faite qui montrent que c'est plus difficile pour l'aidant que pour le patient. Et c'est revenu à plusieurs reprises. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les groupes qu'on organise. Et dans les soutiens qu'on apporte aux aidants, c'est que c'est vraiment extrêmement difficile et que c'est souvent assez incompris dans la population. Et ils ont le sentiment aussi que c'est pas très bien compris par les équipes soignantes. Mais oui, c'est très très difficile pour eux et ils attendent de l'aide et ils attendent une reconnaissance de cette difficulté. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Alors effectivement, dans cette enquête, nous avons entendu beaucoup de chiffres, mais par exemple, je retiens que un malade sur deux souhaite un entretien avec un psychologue, alors que c'est pratiquement 3 pour 4 pour les aidants. Et également à la question est-ce que la maladie vous empêche de faire des projets, eh bien là encore on a un peu plus d'un malade sur deux et puis quasiment 3 aidants sur 4. Donc effectivement, comme le disait Agnès, les aidants ont plus souvent exprimé le fait qu'ils étaient impactés par la maladie que les malades eux-mêmes, tout à fait. Je crois que ça peut s'expliquer en partie par le fait que les malades, les patients, eux, ils ont comme challenge de faire les traitements, de passer les traitements, de supporter les traitements. Donc ils ont cette obligation d'action par rapport à leur traitement. Les aidants sont plus interrogatifs sur la place, la distance, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, est-ce que je dois
insister? Est-ce que je dois chercher? Est-ce que je dois compléter? Et donc, ils savent pas très bien où se placer. Ni trop près, pas trop loin. Et ils ont leurs propres angoisses aussi, qu'ils veulent pas transmettre aux patients. Et donc, c'est une position difficile, la position d'aidant. Très difficile. Et nous allons d'ailleurs en reparler, hein, nous allons y revenir dans les vidéos qui viennent. D'autres remarques avant que je passe la parole à la salle et également à vos questions? C'est pas une question, c'est une remarque. C'est effectivement dans le je suis aidante. J'ai aussi tilté sur le pourcentage, la différence de pourcentage d'aidants qui exprimaient le besoin d'avoir un soutien psychologique par rapport aux malades. Et c'est pas parce que on n'exprime pas un besoin, c'est pas parce qu'on dit oh, j'ai pas besoin d'un psychologue qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc je ne pense pas qu'il faut interpréter la différence de pourcentage comme une réelle différence de besoin, soutien. Voilà, vous comprendrez ce que je veux dire. Très bien, merci beaucoup. Pardon, il y avait encore une... Qu'est-ce que c'est un aidant exactement? Parce que j'arrive pas à comprendre exactement ce que c'est un aidant. Est-ce que c'est son conjoint? Est-ce que c'est ses enfants? Est-ce que c'est ses parents? J'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est un peu tout. Avant que le mot aidant soit très utilisé, on parlait plutôt des proches. Et donc les proches, effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut être un conjoint ou un partenaire. Pour des personnes plus âgées et qui ont une famille, ça peut être des enfants. Parfois aussi, ça peut être un proche familial et qui n'est pas forcément un enfant ou un conjoint. C'est une personne qui va justement soutenir le malade et qui effectivement va devoir, comme nous allons en parler après, l'accompagner de différentes façons. Mais il y a beaucoup de cas de figure. Ça veut dire que d'office, par exemple, mon mari, c'est mon aidant, c'est ça? Parce que j'arrive pas. C'est le patient qui désigne son aidant. Enfin, c'est la personne qui sera là pour le soutenir pendant son parcours de soins. Donc ça arrive que ça soit pas le conjoint. C'est quand même souvent le conjoint, mais il peut y avoir plusieurs aidants. Et ça dépend des dynamiques familiales, mais c'est la personne qui sera présente, qui sera là pour soutenir le malade dans son parcours de soins. Et il y a des dynamiques familiales très diverses et très variées. Et du coup, de fait, il n'y a pas de définition de l'aidant. Et chaque cas est différent et unique. Et ça sera la personne ou les personnes qui sera là pour soutenir le patient pendant son parcours, qui sera là éventuellement au rendez-vous médicaux ou pas, ou ça peut être aidant à la maison. Enfin voilà, il y a différentes formes d'aide qu'on peut apporter et chaque dynamique familiale est différente. Et là aussi, il y a de la souplesse à avoir pour essayer de comprendre les dynamiques de chaque patient et de son entourage. Mais c'est un peu vous qui mettez la définition du mot aidant en fonction du parcours de vie. Et voilà. Mais il n'y a pas de définition légale. Après, nous, on nous contraint à mettre des personnes de confiance, à prévenir tout ça. Mais ça va au-delà de ça, quoi, je pense. Mais je pense que les aidants, ça inclut aussi les proches. Par exemple, il y a beaucoup moi, j'ai beaucoup de jeunes adultes qui sont, par exemple, à Paris, qui travaillent à Paris et dont un parent est malade en province. Bon, ils sont impactés par la maladie, ils ne sont pas aidants au sens quotidien du terme, mais ils sont très impactés par la maladie de leur père ou de leur mère qui habite à Toulouse ou je ne sais où. Et donc ces personnes-là ont aussi quelquefois besoin de soutien, parce qu'elles sont loin, mais elles aident pas au quotidien. Mais c'est des proches impliqués, voilà. C'est des proches impliqués et très touchés par ce qui se passe. C'est aussi, on disait qu'on était dans une maladie chronique. Un peu plus près. On disait qu'on était dans une maladie chronique. Et donc, ce qui est important, c'est que les aidants peuvent changer aussi au cours du temps et qu'il y a une dynamique, que c'est pas toujours très très facile. Et donc, c'est
finalement, c'est aussi, je dis ça du point de vue des médecins, d'une équipe soignante, c'est aussi il faut absolument s'adapter, il faut absolument aller dans cette direction-là pour prendre en charge le malade dans sa globalité, pas que la maladie, mais ce qui se passe autour. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut peut-être un petit peu défaut des fois. Il y avait une question d'une dame juste devant, également. Je ne sais pas où est le micro. Peut-être si tu veux bien. Merci beaucoup. Oui, moi je suis gênée par le terme aidant parce qu'il y a le mot aide dedans. Et Madame disait impacté, c'est sûr que dans la famille, les enfants, le conjoint sont des gens impactés, mais aidant, moi je ne pense pas être aidée dans ma maladie, d'autant que j'ai un conjoint qui a sa propre pathologie, qui n'a rien à voir avec le myélome, et qui est, à mon avis, un peu plus défaillant que moi. Alors, le terme aidant me gêne, il est impacté, je vais à mes rendez-vous toute seule, je fais mes traitements, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de pouvoir en parler. Mais le terme aidant, je ne le trouve pas tout à fait approprié dans tous les cas. Oui, c'est ça, parce que vous êtes proche. Vous n'êtes pas proche aidant, vous êtes proche. Non ? Je voulais juste intervenir par rapport à cette question. Effectivement, il y a des patients qui tiennent à garder une posture très indépendante par rapport à la maladie et pour lesquels c'est très important de préserver leur entourage. Ce qui fait que dans ces cas-là, peut-être on ne parle pas d'aidants, on parle des proches, mais qui sont tout aussi impactés par la maladie. Mais effectivement, on sort de la définition qui est donnée de l'aidant, qui lui, il a une position plus active par rapport à la maladie de leur conjoint proche. Merci beaucoup. Nous avons la chance également d'avoir Chiara qui est psychologue à l'hôpital Saint-Louis. Donc nous avons beaucoup de chance cet après-midi car nous avons plusieurs psychologues qui peuvent intervenir et participer à notre échange de questions et réponses. Oui. Il y avait encore une question. C'est pas, pardon, c'est pas une question, c'est plus par rapport en rebondissant sur ce qui vient de se dire. Ce que j'aime bien dans le mot aidant, c'est que c'est le fait qu'il y a quelque chose qui se fait. Proche, c'est une situation. On habite à côté de la Tour Eiffel. Aidant, il y a quelque chose qui se fait. Et je préfère personnellement le mot accompagnant parce que j'ai expérimenté qu'il y a plein de façons d'être accompagné quand on est malade. Concrètement, au quotidien, bon, c'est mon épouse qui l'a assumé. Mais aussi, d'une façon plus diffuse et plus au niveau d'un soutien psychologique, familial, affectif, par les enfants, les petits-enfants. Et je préfère, pour moi c'est ça l'important, c'est la notion d'accompagner l'autre ou d'être accompagné. Et effectivement, ça implique le fait d'être aidé, ça c'est sûr. Mais quand on parle de proches, c'est pas des proches géographiques, physiques. Oui, non, mais c'est la proximité proche, affective. Proche, je trouve que c'est moins actif, voilà. Alors, ce que l'on peut retenir, merci monsieur, ce que l'on peut retenir, c'est que finalement, contrairement à ce que demandait madame tout à l'heure, on n'est pas nécessairement étiqueté aidant le jour où on a un membre de notre famille qui tombe malade. Mais au contraire, comme l'expliquait le professeur Arnulf, eh bien, au cours du temps, les rôles évoluent. Et puis le principal aidant va être là pendant une période. Et puis peut-être qu'à un moment donné, la personne qui va le plus aider le malade ne sera pas forcément toujours la même personne parce qu'il ne s'agit pas forcément d'aide au sens où madame où vous en parliez. Et donc le rôle des proches évolue au cours du temps. C'est exactement ce que le professeur Arnulf a dit tout à l'heure. Et même le docteur Harel parlait de la diversité des situations. Et c'est exactement ce que l'on constate. José. Oui, en fait, la discussion qui vient d'avoir lieu montre
la difficulté que nous avons connue à la F3M lorsqu'on a décidé de s'occuper des aidants. Puisqu'en fait, on s'occupait des malades, etc. L'aidant, en fait, il n'a pas de statut. Et tout le monde peut être aidant. Au départ, on parlait de proche. Sauf qu'un proche peut ne pas être un aidant du tout. Hein. Et donc, la notion d'aidant, je dirais qu'elle recouvre en fait l'implication ou la participation dans le parcours de soins ou le parcours de vie du malade. Le problème, c'est que l'aidant, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, puisque le malade peut être complètement dans le déni en disant « moi, ne vous occupez pas de moi, même si c'est un conjoint, etc. » Ça peut être un ami qui n'est pas du tout dans le cercle familial, mais ce sont des gens qui, effectivement, alors le terme accompagnant est un peu adapté, mais à mon avis, pas suffisamment. Ce sont des gens qui participent, alors, comme disait Bertrand, pas forcément de manière continue dans le parcours de soins, mais c'est vraiment des gens qui participent. Et c'est vrai qu'il est très difficile, ils n'ont pas de statut. Alors le malade, il a un statut, il est malade, il est soigné. Donc lui, c'est très clair. L'aidant, pas du tout. Et donc, il y a le problème de déni. On connaît beaucoup de cas où le conjoint quitte le malade. Donc, ça prouve bien que les situations sont extrêmement diverses. Hein. Bon, moi, je pense que l'aidant, s'il participe de près ou de loin au parcours de soins, au parcours de vie, c'est quelqu'un que l'on peut essayer d'appréhender dans ce parcours et de lui apporter quelque chose. Bon, c'est extrêmement difficile, ça peut être diffus, etc. Il peut y avoir un aidant qui est à 100 km du malade, ça peut être un aidant, et on a vraiment tous les cas. Merci José. Je vous propose de rentrer plus précisément dans chacun de nos sujets et de visionner une petite vidéo sur l'impact du myélome sur la vie sociale. Ça a été d'abord un grand coup sur la tête, comme l'on dit, parce que je ne m'attendais pas du tout à cela. J'étais très sportif, donc en bonne santé jusqu'au jour où j'ai appris que j'étais atteint de myélome. Et la maladie plus le traitement ont fait que pendant un mois, j'ai pratiquement dormi. Je me rendais compte de ce qui se passait autour de moi. J'étais fatigué et tout ça. Et j'ai rompu de fait avec l'ensemble de mes amis, de mes copains, de mes activités, que j'ai essayé de reprendre progressivement, que je continue à reprendre pour avoir une vie sociale qui me semble pour moi être indispensable. Chaque fois que j'ai eu une invitation, j'ai pratiquement jamais refusé d'y aller, pour montrer que oui, j'étais là et bien là, et que j'essayais de faire face avec mon épouse à cette situation. Dans un myélome multiple, ça envahit beaucoup l'existence. Hein, et c'est vrai qu'objectivement, on peut être fatigué, on peut être douloureux et psychologiquement fragilisé. Mais aujourd'hui, on peut vivre des années, peut-être on peut même espérer un jour guérir du myélome. Et ça veut dire qu'on ne peut pas lui laisser toute la place. Hein, donc il va falloir qu'on trouve des compromis, qu'on trouve un équilibre. Tout n'est pas possible, mais des choses sont possibles. Et il est important en fait de maintenir cet équilibre, que ce soit à tous les niveaux de son existence, y compris au niveau social. Je suis devenue aidante parce que ma mère est tombée malade. Le diagnostic a été posé en janvier 2023. Et comme elle avait perdu totalement son autonomie, je suis venue m'installer donc chez mes parents pour pouvoir l'aider en attendant qu'elle aille mieux. Mais c'est vrai que la relation avec mes amis a été bouleversée, quoi. Je les ai au téléphone, je les vois 2 fois par an, grand maximum. Et du coup, l'impact majeur, c'est que je suis en train de faire une demande de mutation de mon logement pour pouvoir avoir un logement au plus près d'eux, pour pouvoir avoir voilà, ma vie et pouvoir m'occuper voilà, d'elle en même temps. La maladie, elle est là, mais faut pas qu'elle nous condamne non plus. On peut continuer à profiter de la vie
et positiver tout ce qui, la moindre énergie, les moindres relations. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en moi et j'ai vraiment découvert que j'avais de l'importance aux yeux des autres. C'est un petit peu... Je trouve que ça m'a fait avancer dans ma vie, dans ma philosophie de vie. Donc voilà, c'est enrichissant aussi, ça peut être enrichissant. On serait tenté de beaucoup s'isoler quand on est fatigué, quand on a mal, quand on est déprimé, et il est important d'essayer de préserver un certain niveau de vie sociale. Alors en fonction de nos capacités. On le disait, en phase aiguë, c'est difficile, mais quand on est dans la chronicité de la maladie, il y a des choses possibles. En fait, il faut s'adapter, c'est-à-dire c'est pas le tout ou rien. On peut pas forcément avoir la vie d'avant, mais ça veut dire des petits projets, des petites sorties, des petits repas. On part pas forcément une semaine, mais on peut partir une journée, 2 jours. C'est-à-dire adapter, être moins ambitieux, mais conserver quand même de la communication et de la vie sociale. Bien, alors je me tourne vers la tribune et je pense que vous rencontrez souvent des situations similaires à celles des personnes qui ont été interviewées. Moi, allez-y, allez-y. J'ai trouvé très très intéressante la dernière, enfin toute intéressante, mais la dernière personne qui a parlé, qui dit que en fait, il faut s'adapter à chaque situation, que la maladie est longue, qu'il y a des moments de haut, des moments de bas, des moments douloureux, des moments de fatigue, des moments où ça va mieux. Et elle dit qu'il faut s'adapter, il faut essayer de ne pas couper le lien social, si possible, et par moments le redynamiser, mais ne pas le couper. Et je crois que enfin, dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je crois que la notion de chronicité de la maladie et de up and down dans vos réactions, c'est vraiment très important. C'est ce que je retiendrai, moi. C'est qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a de l'espoir, il y a du découragement, et que le moral, et l'accompagnement, et les proches, et la vie sociale collent à ces oscillations. J'ai 2 remarques là-dessus. Alors le up and down, je suis tout à fait... Enfin, c'est normal. Il faut pas lutter contre, il faut l'accompagner. Assez caricaturalement, il y a une situation assez qui se retrouve chez beaucoup de patients. Alors désolé, ça parle qu'à une partie d'entre vous. C'est les patients qui ont eu la greffe et les 2 traitements de consolidation. Et après, on attaque le traitement d'entretien par Revlimid. Et en fait, il y a plein de patients qui ont alors qu'on attendait ça avec impatience. Ce moment où on allait relâcher la pression sur les traitements et qu'on allait pouvoir retourner à la vie normale. Il y a pas mal de patients qui ont un petit coup de mou. Moi, je leur dis toujours, je pense que c'est l'adrénaline qui descend là. En fait, juste, vous avez vécu 9 mois, 1 an intense où vous êtes accrochés comme vous pouvez. Et donc là, acceptez, il va y avoir quelques semaines de réadaptation. Voilà. Après, je pense que le down, il est normal. Et notre rôle, c'est de vérifier qu'il se chronicise pas trop. Oui. Il faut l'accompagner, l'accepter et dire, OK, c'est normal, là, j'ai besoin d'une pause. OK. Et après, par contre, il faut qu'on vérifie que ça se chronicise pas trop et qu'on rentre pas dans un truc où on reste enfermé. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut pas que le myélome décide de tout. Enfin, c'est tellement vrai, quoi. Enfin, faut pas que la vie soit dirigée par cette maladie. Voilà. Donc, il y a des moments où il y a des downs qu'il faut accepter, accompagner, et puis mais faut vérifier que ça dure pas trop dans le temps. Et alors, comment vous, médecins ou vous, psychologues, pouvez-vous aider justement les malades et inclure aussi les proches aidants pour éviter justement de perdre cette vie sociale? Comment la retrouver après cette période de down, cette période de ce creux justement? Et je pense ça a été dit aussi dans les témoignages, la maladie, ça tombe dessus comme ça parce que sans qu'il y ait de facteurs, on va dire, ça, c'est vraiment un choc. Et je pense que face à ça, il y a 2 choses à mener en parallèle. Il y a le traitement et le soin, et il y a l'aspect vie sociale. Et je pense qu'effectivement, cette question d'équilibre, elle est extrêmement, c'est encore une dynamique, parce qu'au début, on a finalement le traitement qui est en première ligne,
et les symptômes qui sont en première ligne. Et finalement, la vie sociale, elle est réduite, tout est axé finalement sur ça. Et au fur et à mesure, parce qu'on a quand même cette chance que nous, on est persuadés, c'est ce qu'on dit aux gens, aux personnes qui viennent d'être juste diagnostiquées, c'est que même si c'est des situations difficiles et douloureuses, c'est que nous, on est confiant dans le fait que les symptômes vont s'améliorer. On est conscient dans le fait qu'effectivement, il va falloir par la suite recoller notre objectif. Je crois qu'il faut l'afficher aux patients, mais aussi aux aidants. Donc, c'est d'afficher que notre objectif, il n'est pas seulement d'atteindre cette rémission dont on a parlé avant, c'est aussi de pouvoir donc recoller le plus possible à la vie normale. Et on en a la possibilité aujourd'hui. C'est d'autant plus important que c'est une maladie, qu'on l'a dit, qui est chronique. Donc, oui, ne pas du tout laisser de côté cette dimension, et c'est important de le faire aussi tôt des diagnostics. Nous allons effectivement, c'est le moment de recevoir vos questions. Bonjour, je m'appelle Cornelis. Je pense que la plupart des gens comme moi, comme on a dit, on constate que, entre guillemets, notre énergie, on est à 50 ou 70% de notre énergie avant la maladie. Sauf que les sorties des voyages, des sorties culturelles, activités loisirs et activités associatives avec les autres, les non-malades, vont ça à leur vitesse, avec leur énergie. Sauf qu'on doit vivre avec notre contrainte, mais en même temps, on ne veut pas trop les appuyer au-dessus de cette contrainte qu'on a nous. Ça veut dire que où on traîne, on ne le fait pas. Et chaque fois, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris qu'on a nos limites. Et c'est une des choses que j'essaie toujours à expliquer et je trouve vraiment difficile à mon entourage, de dire cette histoire de chronique. Ça vient ou pas avec les rêves limites ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas dans cette analyse. Mais sauf que expliquer aux autres, pas de nos aidants, ils le savent, mais justement l'entourage où tu veux participer dans la vie normale, tu peux pas. Nous, on le sait en tant que malade. Mais expliquer ça aux autres, c'est là où je rencontre, justement, pour moi presque 3 ans, où je rencontre toujours le même problème. Aussi famille, les amis, etc. Toujours, on n'est pas comme vous. On est plus facile fatigué. Et j'aimerais savoir comment on peut donner une parole qui n'est pas tout le temps répétitive, parce que c'est ça qu'on doit faire tout le temps. Le problème, c'est qui l'explique aux autres, en fait. Et qui l'explique aux autres, je pense que d'abord, il y a l'équipe soignante. L'équipe soignante, elle n'implique pas que le médecin. Il y a les infirmières, même il y a les aides-soignantes pendant une hospitalisation. Toute l'équipe soignante doit être finalement aussi, il y a une communication avec les aidants et les proches qui sont là. Et puis éventuellement, quand on a la chance d'avoir des infirmières de coordination qui peuvent aussi finalement relayer tous ces messages en fait qu'on a. Et puis je crois qu'on l'a vu, en fait, il y a quand même pas mal de situations où on a l'aide des psychologues quand même. Et je pense que ça, c'est très important. Et il faut, en tant que patient, dire aux soignants et aux proches aussi qu'ils peuvent aller vers soit l'équipe soignante ou être conseillé pour avoir ce genre de précision, ces messages qui sont difficiles à passer de la part des patients aux aidants. Ma question n'est pas pour nous. On sait qu'on est limité avec notre énergie, on doit faire une petite pause, etc. C'est justement si on veut faire une sortie avec nos amis non malades, que tu ne peux pas tout faire ce qu'ils ont mis sur le programme parce que nous sommes malades. Et chaque fois, cette situation se répète dans la vie quotidienne avec ceux qui ne sont pas malades. Est-ce qu'il y a une façon de faire ou il y a une infirmière qui m'a dit, tu sais, tu utilises le mot, c'était quoi
dire que c'était pas chronique, mais c'était métastase. Le fait que tu es dans une métastase qui est maîtrisée pour que les gens... Oui, je suis bien d'accord, je vois la tête de votre collègue, mais c'était l'infirmière qui dit, parce que justement, pour expliquer aux gens qu'on est malade, mais traité, on est... voilà, mais ça reste toujours difficile. Non, mais... On va pas voir les amis. Oui, mais après, je pense que vous avez vous avez l'air d'avoir une parole assez libre et donc vous expliquez à vos amis que vous êtes sous traitement et si c'est un message, c'est compliqué de vous répondre si ce message n'est pas entendu par vos amis, que malgré tout vous êtes sous traitement et que même si c'est que des comprimés, et ben en fait un comprimé peut avoir beaucoup d'effets secondaires et peut vous fatiguer. Là, moi, c'est là où c'est trouver les mots adéquats pour expliquer à vos amis. Après, nous, notre conseil, c'est évidemment, mais ce n'est on peut pas, ce n'est qu'un conseil, c'est de faire au maximum ce que vous avez envie de faire et tant pis si vous faites que les 3/4 de la visite et que vous laissez vos amis faire le reste. Quand même, ils sont, je comprends que probablement ils sous-estiment l'impact de tout ce qui vous est arrivé et de poursuivre un traitement sur le long terme. C'est une problématique qui concerne beaucoup de gens, mais au moins je pense que vous avez franchi une étape par rapport à d'autres, c'est que vous avez libéré la parole par rapport à ça, parce que vous leur en parlez, et c'est déjà à mon avis, une grande étape que vous avez franchie de libérer la parole par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont du mal à en parler. Alors, pas aux aidants très proches, comme quel que soit le terme que vous voulez employer, mais à un entourage plus large. Et voilà, je pense que déjà, vous avez fait une grande partie du chemin en leur en parlant et leur expliquant que vous avez une maladie chronique et que vous êtes fatigué et que vous pouvez pas tout faire. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est déjà énorme d'avoir eu le courage et de leur en parler. Il y a beaucoup de patients qui en parlent pas du tout parce d'abord ça les gêne d'en parler, ils savent pas très bien comment en parler et puis en plus ils ont peur de pas être bien reçus ou pas être bien compris et puis ils trouvent aussi que ils sont déjà malades, ils subissent tout ça et quand les autres ils pourraient bien se rendre compte que c'est pas à eux faire le boulot, je dirais, pour le dire vulgairement. Et en fait, si, c'est effectivement à vous, les patients, de donner le mode d'emploi de ce que vous souhaitez comme comportement en face de vous. Ça paraît un peu injuste que vous soyez obligé de faire ça en plus, mais c'est comme ça que c'est plus facile. Si c'est vous qui dites vos attentes, ou les limites, ou ce que vous attendez pas, ou ce que vous voulez pas, et puis après, c'est vrai qu'il y a des patients qui disent finalement ça fait le tri, ma maladie elle a fait le tri autour de moi, hein. Il y a des gens que je vois plus parce qu'ils sont complètement à côté, ou ils comprennent pas, ou ils sont limite un peu, ils m'angoissent parce que ils m'envahissent parce qu'ils me donnent trop de conseils, et donc ils les voient plus. Et puis il y a d'autres personnes dont ils pensaient pas du tout qu'elles allaient être proches d'eux, qu'elles allaient pouvoir les aider, partager avec elles. Donc il y a une sorte de rééquilibrage et de filtre qui se fait dans l'entourage familial, professionnel, social. C'est vrai. C'est vrai. Il y a encore une question par là-bas. Je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions parce que le temps tourne et nous avons encore d'autres sujets qui vont vous intéresser. Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis malade depuis 2013. Donc chute, rechute, et puis allogreffe. Aujourd'hui, je suis là, tout va bien. Mais ce que je voulais dire, effectivement, par rapport à ce sujet, c'est que il y a un tri qui se fait, en fait, en tant que malade. On est malade. Nous, on vit quelque chose. Et moi, j'ai eu un tri qui s'est fait naturellement dans mes amis. C'est-à-dire que j'ai découvert des amis que je connaissais à peine, et j'ai perdu des amis qui étaient proches de moi et qui sont aujourd'hui loin de moi. Et donc, on se fait une nouvelle vie, finalement. On s'adapte, comme vous disiez tout à l'heure, c'est très important de s'adapter, mais c'est aussi s'adapter sans que la maladie soit effectivement qu'on soit obligé à cause de la maladie. On s'adapte parce qu'on a la maladie, mais on s'adapte aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis de notre personne qu'on est, notre individu. Et je pense que ça se fait au fur et à mesure, mais il faut aussi avoir la volonté de le faire. C'est-à-dire que il faut se forcer à faire des choses. Des fois, on n'a pas envie de sortir parce qu'on se dit je vais être
je suis fatigué, je ne veux pas y aller ce soir parce que j'ai pas envie. Eh ben, forcez-vous un soir. Eh ben, vous allez peut-être être un peu fatigué, mais vous aurez vécu ce moment-là, vous aurez apprécié le moment parce que vous serez sorti de votre cadre habituel. Et la deuxième fois, ben, vous aurez plus envie de sortir, la troisième fois encore plus. Et du coup, vous allez reprendre un rythme de vie régulier et qui va permettre de retrouver une vie qui sera peut-être pas celle qu'on avait avant, mais qui sera celle que vous avez aujourd'hui avec tous les plaisirs qu'on peut y retrouver aussi aujourd'hui. Et je pense que tout ça, c'est important de se pousser un peu la machine, de se dire, OK, ben, là, je vais y aller. Ou, par exemple, pour le sport, là, je vais sortir, je vais y aller parce que c'est important. Et je vais me forcer un petit peu. Alors, des fois, on peut pas parce qu'on peut pas. Mais il y a des fois, on peut, mais on se dit, oh, je vais pas y aller, c'est un peu la flemme. Mais ouais, là, c'est là qu'il faut se forcer et pousser un peu la machine pour se dire... et après, ça paye au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage énergisant. Moi, j'avais une question. J'avais une question par rapport au risque qu'on prend quand on sort. Parce que moi, j'ai l'impression que je tombe très facilement malade. Je suis là. Et bah, je viens juste de commencer mon traitement. Et là, bon, j'ai eu un Covid. Là, je suis encore enrhumée. Je suis très entourée, je suis très invitée. Mais je me dis, est-ce que mon risque d'être malade, il est dangereux? J'ai demandé à retravailler. On m'a dit que pendant la période hivernale, vaut mieux éviter. Je suis soignante de métier. Et on me dit, bah, vaut mieux pas que tu chopes quelque chose. Et ça me gêne beaucoup parce que j'ai jamais été malade jusque-là. Et là, bah, j'ai toujours peur de me choper un truc et d'être mal fichu parce que bon, je supporte mes traitements, ma fatigue. Mais les risques infectieux me font peur. Merci beaucoup. Nous avons bien compris la question et justement, le docteur Harel voudrait vous répondre. Je crois que c'est justement ce sur quoi vous voulez intervenir. C'est un autre point. Mais déjà, ok. Donc il n'y a pas de recommandation, enfin il n'y a pas de publication pour dire. Et là, je pense que ça dépend quand même du couple, patient-médecin, parce que même chez nous, il y a des patients qui vont être des médecins qui vont être plus stressés que d'autres. Donc moi, je vais vous donner mon point de vue, c'est que plus mes patients, ils ont une vie normale, mieux c'est. Et que même, on l'a vu pendant le Covid, même enfermé chez vous à ne rien faire, vous avez forcément des visites, vous avez forcément des soins, malheureusement, des proches qui passent et tout. Et donc, le risque zéro n'existe pas. Et donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre ne pas aller à des rassemblements. Là, je vois que vous avez votre masque, c'est parfait. Là, vous êtes dans une pièce où il y a beaucoup de monde. Donc, vous avez choisi de mettre votre masque. Si vous prenez les transports en commun, vous mettez votre masque. Il faut essayer de minimiser le risque, évidemment. Mais en même temps, si vous sortez plus, ça va être... mais ça, il n'y a pas de publication. Vous voyez, ça, c'est mon point de vue. Et clairement, il y a un niveau le couple patient-médecin va décider au mieux pour chacun en fonction de l'angoisse de chacun. Voilà, moi encore une fois, je pense que le risque zéro n'existe pas. Et plus mes patients ils sortent, ils vont au cinéma, ils vont au restaurant, ils gardent une activité professionnelle s'ils en ont besoin, parce qu'il y en a pour qui c'est très important. Je leur dis foncez, mais juste on fait bien ses vaccins, on met son masque si jamais il y a du monde. On minimise la prise de risque parce que oui, vous êtes fragile par rapport au risque infectieux, évidemment. Mais je ne sais pas si tu dirais la même chose, mais d'autres médecins vous diraient peut-être des choses différentes. Je suis complètement d'accord avec Stéphanie, mais c'est en plus, et encore une fois, c'est dynamique. C'est-à-dire, il y a aussi des périodes où c'est plus important que d'autres, et des périodes, dans des périodes de rémission où on a récupéré une immunité correcte, il y a moins de restrictions. Et je pense qu'il ne faut pas... il y a souvent, en fait, on pêche souvent, effectivement, par stress du docteur, par un excès de restrictions qui ne sont pas toujours justifiées, en fait. Bien, je vous propose, comme l'heure tourne et que nous avons encore d'autres sujets, je vous propose de passer à notre vidéo suivante qui traite de l'impact du myélome sur la vie professionnelle. Federico, merci. Alors l'impact sur la vie professionnelle a été quand même assez foudroyante parce que l'annonce, c'est l'effet d'une bombe. Déjà pour soi-même, il faut accepter ce qui nous arrive.
Et le risque, c'est que du jour au lendemain, tout s'arrête. Ça a d'abord été une source d'inquiétude d'un point de vue financier, parce que vivant seule avec mes 2 filles, j'ignorais justement comment j'allais joindre les 2 bouts. Après, je me suis beaucoup posé la question à savoir est-ce que mon entreprise allait me faire confiance à mon retour, puisque j'étais promue à une évolution professionnelle. J'avais peur de la confiance, même si j'avais bien compris qu'elle était très engagée au niveau de ma direction France pour les personnes en situation de handicap ou que la maladie peut éloigner. Lors des arrêts de travail prolongés, ou répétés, l'assurance maladie, évidemment, va verser des indemnités journalières et l'employeur, selon la convention collective ou l'accord de branche, va verser un complément de salaire. Il faut bien savoir que c'est le médecin conseil et désormais l'infirmière conseil de l'assurance maladie qui vont pouvoir avoir la main sur l'arbitrage de cet arrêt de travail et parfois, ils peuvent mettre un terme à cet arrêt de travail en jugeant que la reprise du travail est justifiée ou alors que l'arrêt de travail est suffisamment long ou l'état de santé suffisamment stabilisé pour considérer qu'on peut basculer en invalidité. Donc cette mise en invalidité peut aussi intervenir alors que l'arrêt de travail est en cours. Quand même des choses très positives, c'est que le marché de l'emploi s'améliore et que la requête de travailleurs aujourd'hui et la recherche de travailleurs compétents, elle est bien plus ouverte qu'il y a quelques années. Alors au niveau de l'impact de la maladie sur ma vie professionnelle, il a été diagnostiqué lors de l'arrivée du Covid en France. Et comme je travaille dans un service de pneumologie, je voulais essayer de le protéger et ne pas l'exposer et ramener des microbes et notamment le Covid à la maison. Au départ j'ai dû m'arrêter, mais ensuite très vite on m'a proposé de faire du télétravail et avec l'aide et le soutien de ma hiérarchie et de mes collègues, j'ai pu faire du télétravail pendant plusieurs mois. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer du regard de l'employeur vis-à-vis d'un malade ou d'une personne en situation de handicap. Et c'est très important en tous les cas pour un malade de pouvoir retrouver du lien social, de pouvoir trouver un emploi, même s'il n'est pas à plein temps. Et je suis persuadée qu'il y a un impact aussi sur les résultats de notre maladie. En cas de reprise du travail, il y a une reprise de travail à temps plein avec des aménagements ou sans aménagement par le médecin du travail, une reprise à temps partiel temporaire via le temps partiel thérapeutique et une reprise à temps partiel plus pérenne, sans être pour autant forcément définitive, via la mise en invalidité première catégorie ou le congé longue maladie fractionné pour les fonctionnaires. En cas de non-reprise du travail, eh bien là, il faut mobiliser rapidement la mise en invalidité minimum deuxième catégorie ou la mise en invalidité définitive ou la retraite anticipée pour invalidité dans la fonction publique. J'ai fait un travail sur moi et en fin de compte, tout a changé parce que je vois les choses de manière différente. Quand j'ai les patients, j'ai encore plus d'empathie qu'avant. Avant, on essaye de comprendre, mais après, quand on passe en quelque sorte de l'autre côté de la barrière, on sait ce qu'ils ressentent et quand j'ai des patients au téléphone qui sont un peu dans le désarroi, j'essaie d'être la plus humaine et à l'écoute possible. Bien, alors je me tourne vers nos amis médecins. Du point de vue de l'hématologue, quels sont les critères qui, selon vous, paraissent devoir être remplis pour la reprise du travail ? Voilà. Alors déjà, tous les patients, au diagnostic du myélome, il y a évidemment souvent beaucoup de patients qui se mettent en arrêt de travail, mais on s'adapte aussi aux symptômes et aux patients. Et il y a évidemment quelqu'un qui vient d'avoir un tassement vertébral et qui travaille dans le bâtiment, qui a un travail très physique, là, il n'y a pas de question. Mais il y a certains patients, j'en ai parlé tout à l'heure, qui peuvent faire du télétravail et pour qui c'est très important de continuer à avoir une petite activité professionnelle. Donc là, on peut, alors c'est pas du tout nous, quand ils justifient d'un arrêt de travail complet, il n'y a pas de souci, mais si on sent que pour eux c'est important, on essaye de faire des aménagements, que leur traitement soit fait tôt le matin pour qu'ils puissent aller travailler derrière. Enfin voilà, on essaye de s'adapter au choix du patient, toujours le souci de diminuer l'impact de la maladie. Et donc on peut être amené à faire des arrêts de travail en temps partiel, des arrêts à mi-temps, en temps partiel. On peut cocher temps partiel et après la durée du temps partiel, si c'est 50%, 60%, c'est le médecin du travail qui décide. Donc ça, c'est au début. Et puis après, évidemment, alors
comme on parle du monde professionnel, c'est souvent des patients qui vont à la greffe quand même. Donc là, la greffe et les semaines qui suivent, tout le monde est en arrêt de travail. Et puis après, pour la reprise, je pense qu'il faut quand même atterrir un petit peu. Là encore, on se laisse guider. Quand les patients sont en bonne rémission, nous, les critères médicaux, ils sont vite atteints et on se laisse un peu guider parce que le niveau de fatigue du patient, son souhait, la durée avec laquelle, la durée d'arrêt de travail qu'il souhaite, parce que après avoir vécu tous ces mois de traitement, certains vont récupérer plus vite que d'autres. Et la situation la plus typique et qui nous satisfasse le plus, c'est que souvent on passe par un petit reprise à temps partiel quand même, comme disait monsieur tout à l'heure, parce que temps plein d'emblée, c'est parfois un peu difficile. Et après 3-4 mois de temps partiel, si ça roule, on repasse à temps plein. Alors maintenant, du point de vue... Moi, je voudrais dire plusieurs choses. C'est qu'il y a quand même des grosses différences selon les situations sociales des patients et des employeurs. Il y a des employeurs qui sont généreux, je pense aux grandes entreprises où c'est pas pour autant facile, mais c'est quand même plus facile si on est salarié d'une grande banque que si on est qu'on est un des travailleurs indépendants et qu'on est dessinateur industriel ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment des personnes qui se retrouvent dans des situations financières et matérielles extrêmement compliquées et très très pénalisantes. Ça c'est une chose et je trouve que les patients quand même souvent disent que les problèmes professionnels c'est une bagarre de plus, qu'ils sont obligés de se bagarrer contre la MDPH, les employeurs, les médecins du travail, les médecins de la Sécu, enfin qu'on leur demande des dossiers et encore ils présentent ça comme une bagarre supplémentaire. Il y a la bagarre de la maladie, mais il y a et la bagarre après des relations avec les familiales, etc. Et il y a la bagarre administrative, je dirais, professionnelle. Un autre point, c'est que les patients, quand ils se sont arrêtés un certain temps, et dans votre cas, dans le cas du myélome, c'est assez long, ils perdent aussi très souvent confiance dans leur capacité à retravailler comme avant. Ils pensent qu'ils n'auront pas la concentration, qu'ils n'ont plus la mémoire qu'ils avaient avant. Enfin, ils ont un peu de réticence ou de crainte de reprendre. Et il y a une perte de confiance, réellement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut essayer de travailler, entre guillemets, avec eux. Et puis, il y en a aussi qui, après avoir traversé ce qu'on peut qualifier de crise existentielle, la traversée de la maladie, n'ont plus envie de faire ce qu'ils faisaient avant, veulent changer de métier et disent « moi je veux plus la vie d'avant, c'était trop stressant, de toute façon mon boulot m'intéressait pas vraiment et je veux plus faire ça, je veux faire des choses à connotation plus sociale ou plus humaine ou plus artistique ». Et donc il y a énormément de questionnements autour du sens qu'ils veulent donner au reste de leur vie, professionnelle en particulier. Et là, moi je travaille beaucoup avec le comité de Paris de la Ligue contre le cancer, où on a un service de coaching, d'aide au retour à l'emploi. Et c'est vraiment, on a, je crois, 19 coachs qui sont des coachs bénévoles, mais qui aident des patients à réfléchir sur le long terme. Hein. C'est pas, je reprends dans 3 mois. C'est, je suis malade, je pense que je vais m'arrêter peut-être pendant 1 an et demi. Et qu'est-ce que je peux faire pour réfléchir à ce que je pourrais faire, à ce qui pourrait m'intéresser. Et c'est vraiment quelque chose qui est souvent, qui est prégnant. Voilà, cette volonté de réfléchir au sens de leur vie, professionnellement. Dans la vidéo, une malade avait réussi à surmonter cette difficulté de reprise et a parlé d'un travail sur soi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Je pense que le travail sur soi, les patients le font tout au long ils réfléchissent sur leurs réactions, leurs sentiments, tout au long du parcours. C'est pas un chantier comme un autre. Je crois que Je pense que les patients sont très tout au long de la maladie, du parcours de la maladie,
en apprennent beaucoup sur, évidemment, sur leurs proches, mais aussi beaucoup sur eux-mêmes. Ils voient quelles sont leurs ressources, qui sont quelquefois tout à fait ignorées, parce qu'ils étaient dans un parcours de vie où les choses étaient naturelles, ils avaient fait des études, ou ils avaient un métier, et puis tout à coup, il y a cet arrêt sur image, je dirais, qui les fait réfléchir sur mais qui suis-je, mais qu'est-ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ça que j'aime, est-ce que les relations que j'ai avec mes proches ou mes enfants, c'est vraiment... Je pense par exemple, là j'ai en tête un homme jeune, 40 ans, il vient d'avoir 40 ans, qui travaillait beaucoup, et puis qui a été obligé de s'arrêter, et qui dit, j'ai découvert mes enfants, il a des enfants qui ont 9 ans, il a 2 enfants de 9 ans, et il dit, ben voilà, je me rends compte que je passais un peu à côté, que c'est d'une extrême richesse de pouvoir échanger avec mes enfants, qui m'apportent autant que je peux leur apporter en tant que père. Et voilà, c'est quelque chose de... Il découvre ça. C'est pas qu'il n'était pas intelligent avant, ou que c'est simplement que la vie l'avait emporté là où il était. Mais tout à coup, la vie, il y a une sorte... Arrêt sur image, je trouve que c'est assez approprié comme expression. Voilà. Les patients sont obligés de s'arrêter. Et du coup, cette réflexion sur eux-mêmes, ils l'amènent tout au long du parcours. Alors, merci beaucoup. Et moi, je me tourne maintenant vers la salle. D'abord, est-ce que ceux d'entre vous qui sont concernés, c'est-à-dire les malades qui travaillent, pouvez vous manifester, lever la main pour que nous sachions si vous n'êtes pas beaucoup, mais tout de même, oui. Et alors, c'est le moment, peut-être pour vous. Ah oui, il y a plein mal de mains. Et c'est le moment de poser des questions. Je vois une question peut-être au fond. En attendant qu'on donne le micro, j'ai juste une petite remarque. C'est vrai qu'on est un peu, en tant que soignants, nous, et c'est là où il y a besoin des associations comme la Ligue contre le cancer, on est un peu démunis face aux patients qui ont des difficultés financières. Effectivement, les auto-entrepreneurs, où on a même eu des patients, c'est rarissime, je vous rassure, mais ça nous est arrivé une fois, impossible de motiver la CPAM à verser les indemnités journalières dues. Et là, nous, c'est vrai que les patients, ils se retournent vers nous. Et malheureusement, c'est un système, nous aussi, il y a du progrès à faire, on est un peu démunis. Et finalement, le tissu associatif, je sais que nos infirmières de coordination, elles travaillent beaucoup avec la Ligue contre le cancer pour débloquer des aides financières, ce genre de choses. C'est vrai que nous, lutter contre la CPAM dans nos journées, c'est compliqué aussi. Oui, mais c'est pas vraiment votre... Non, c'est pas notre... Pourquoi vous êtes là ? Mais on est complètement démunis face à ça. Complètement. Il y a des aides, il y a des centres sociaux, il y a des associations. C'est vrai que nous, en tant que médecins soignants, c'est vraiment une difficulté de plus sur laquelle il y a des gens qui peuvent faire ça et vous aider. Je vous remercie d'avoir évoqué la situation des travailleurs indépendants, enfin des personnes qui ne sont pas salariées. Moi, le choc que j'ai eu, donc je suis travailleur indépendant, je gère ma petite entreprise, et en fait tout le monde m'a dit pendant 1 an, pendant le parcours de soins et l'autogreffe, tu te concentres sur la maladie. C'est ce que j'ai fait. J'ai lâché prise, donc les personnes qui ne sont pas habituées à ça, la dame qui disait, je me suis connue, je savais, j'ai lâché prise et j'ai fait que ça. Donc j'ai lâché prise sur tous les aspects administratifs, gestion professionnelle, j'ai très bien géré la transition avec mes clients, j'ai pu garder mon portefeuille de clients en trouvant des remplaçants, tout ça c'était parfait. Le choc a été lorsque je suis revenue à mon activité professionnelle. Et déjà, lorsque j'ai découvert quelque chose, c'est qu'en France, il y a un écart, mais c'est un océan, entre la façon dont les salariés sont traités. Donc j'ai écouté avec intérêt, mais quelque peu, une grande distance, la spécialiste là de France Travail, c'était pas France Travail, mais je ne sais plus, qui nous explique les fonctionnaires, les salariés, et qui évidemment ne parle jamais de la situation des travailleurs indépendants, qui en tout et pour tout, ont droit à 90 jours d'indemnité journalière, autant dire 87 parce que nous avons 3 jours de délai de carence, et c'est tout. Donc lorsque vous êtes arrêté pendant 9 mois, voilà, vous voyez ce que ça veut dire, 3 mois et c'est tout. Et donc moi, à partir du moment où je ne fais plus de chiffre d'affaires, je n'ai plus aucun revenu. Alors c'est là que la notion d'aidant, d'accompagnant, de proche, moi j'ai énormément pensé, pendant tout le temps que j'ai passé à l'hôpital, aux malades qui sont seuls.
qui sont seuls. Mais comment j'aurais fait si j'étais rentrée chez moi le 23 décembre l'année dernière, en sortant de l'hôpital après l'autogreffe, si j'avais été toute seule? Comment j'aurais fait pendant les semaines qui suivaient, alors que je marchais même pas 50 pas par jour et que mon mari est obligé de me porter pour entrer dans mon appart? Mais comment je pense à ces gens-là qui sont tout seuls? Je m'éloigne un peu, mais pour dire que tout ce que vous abordez là, des choses très pratiques, très concrètes. Comment fait-on quand on demande un prêt bancaire pour gérer une situation de trésorerie un petit peu délicate dans laquelle je me trouve, et que l'assureur vous dit « Ah ben non, madame, vous ne pouvez pas ». Je comprends tout à fait, docteur Harel, ce n'est pas votre rôle, qui a découvert, quand j'ai découvert, donc je n'avais pas droit à des indemnités journalières, qu'il fallait remplir des papiers pour demander des prêts. J'ai demandé donc au secrétariat de Saint-Louis des tas de papiers qu'il fallait remplir et qui étaient un peu diminués. On m'a jamais demandé ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et que vous ne trouvez quand même pas des personnes qui vous aident, des associations qui vous répondent franchement. Donc s'il y a quelque chose à faire au sein de l'association, c'est pour ça que je voudrais être bénévole, en plus de saisir les politiques, c'est quand même de s'intéresser à la situation des travailleurs indépendants. Pas simplement pour moi, parce que maintenant j'espère que c'est derrière moi, mais pour tous ces travailleurs indépendants qui ont un cancer et qui se retrouvent sans ressources du jour au lendemain. Merci voilà. beaucoup, et madame, surtout, pour ce sont témoignage, parce que ça nous guide également. Donc c'est un combat, c'est une bagarre. Il faut avoir de l'énergie pour la mener. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui souhaitent creuser un petit peu plus et en savoir un petit peu plus, vous pouvez trouver à votre disposition dans le hall, nous vous proposons un petit guide qui s'appelle le guide Cancer et Travail, qui a été élaboré conjointement par la F3M et par le CIRIC Iliad, qui est un site de recherche qui a fait pas mal de travail sur le sujet. Et donc c'est à votre disposition pour ceux qui seront concernés. Je vous propose maintenant de passer à notre troisième thème avec la vidéo sur l'impact du myélome sur la vie affective. La maladie, elle vient faire effraction dans toutes les dimensions de la vie de la personne. Donc dans ses relations aux autres, dans la dimension de la famille, dans la dimension du couple et puis par extension effectivement dans la vie intime. Ce qui fait que voilà, si on reste dans cette difficulté à se dire d'emblée les choses, eh bien on peut aller jusqu'à de l'éloignement, de l'essolement, de l'isolement, du repli. Et puis ça arrive qu'il y ait des situations d'abandon parce que la relation elle peut plus se vivre, ou alors vraiment voilà de relations relationnelles, de couples, de familles qui ne sont plus du tout adaptées. Le myélome a eu un impact important sur mon relationnel. Au niveau de la famille, on était déjà très fusionnel avant et on l'est encore plus. Et je passe plus de temps maintenant avec mes enfants, mon mari et avec moi-même à travailler sur mes dossiers. Alors bien entendu, la vie de couple, ça a été un peu compliqué parce que, si tu veux, il y a une différence, et ça, il faut que les gens soient conscients, il y a une différence essentielle entre l'aidant et le malade. Le malade, qu'on le veuille ou non, il subit, mais il subit de façon volontaire ce que le corps médical lui dit de faire, alors que l'aidant, lui, se sent responsable de tout ça. Alors, les troubles et les dysfonctions dont peuvent être affectés les malades du myélome, déjà une perte de désir, de libido, également des problèmes de, je pense, troubles érectiles ou perte de tonus général induite par les traitements. Alors, le conseil que je peux donner aux patients, c'est d'en parler au médecin, que ce soit l'oncologue, le médecin traitant, qui pourra vous prescrire certains médicaments ou solutions comme des gels lubrifiants ou autres. Ce sera la personne la plus à même de répondre à ces problèmes pour pouvoir conserver une vie intime. On est arrivé, si tu veux, à un stade qui était encore beaucoup plus fusionnel, si tu veux, mais par contre, la libido était à un niveau 0. Alors le myélome, et on n'en parle pas souvent, impacte aussi les relations personnelles de couple.
C'est quelque chose qui est qui n'est jamais abordé dans le milieu médical et pourtant ça existe. Il impacte effectivement la libido. On sait que voilà, ça fait partie des effets secondaires indésirables. Après, ça change quand même le relationnel parce qu'il y a énormément de tendresse qui se dégage de chaque moment qu'on vit ensemble. Et il faut laisser le temps au temps pour que les choses se remettent en place. C'est quand même quelque chose de compliqué pour le patient de nous parler de ses peurs, de ses angoisses. Petit à petit, on les aide à en parler, à se libérer et peut-être à comprendre la représentation que l'autre se fait de lui. Si on devait donner un conseil aux patients pour améliorer leur vie familiale, leur vie intime, leur vie amicale, c'est essentiellement et toujours la communication. Parce que souvent, avec la pathologie, avec la maladie, se crée un petit peu une armure et des représentations de l'autre. Le patient peut avoir une représentation des émotions de l'autre qui ne sont pas forcément dans une réalité. Voilà, bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les répercussions de la maladie sur la vie affective ? Oui, on est confronté à ces répercussions pour les patients parce que on a d'abord on voit l'impact que peut avoir d'abord la maladie elle-même et les traitements et leurs effets secondaires en fait sur la vie active. Et c'est vrai que dans les médicaments, il y a beaucoup de médicaments qui entraînent des troubles de la fonction érective. Il y a et on voit après. Ça, je pense que c'est vrai qu'on demande beaucoup aux patients de s'adapter. Et je pense que de la part de médecins, il y a aussi un peu de nécessité de s'adapter. On a dû s'adapter. Moi qui ai un peu de recul maintenant, on a vu que c'est des choses qui, finalement, c'est une dimension qu'on a abordée, qui était tabou un peu avant, qu'on commence maintenant à aborder franchement. Mais on s'est aperçu, par exemple, que nous, dans le service, on n'avait pas de correspondant, on n'avait pas de sexologue, en fait. Et donc, ça, c'est une adaptation, un effort qu'on doit faire, parce que je pense que des choses qui n'étaient pas vraiment abordées avant, parce que on n'avait pas ces moments de discussion, et puis parce que en fait, on n'avait pas, c'était un peu tabou, hein. Donc je pense c'est encore quelque chose une dimension à aborder, une dimension très importante, et une dimension qui doit faire appel quand même je pense que l'aspect psychologique aussi est très important. Et je sais que la F3M organise aussi des groupes de parole. Peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, mais je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi. J'ai juste une toute petite remarque. Il y a un gros travail à faire de la part des soignants en ce qui concerne les problèmes de vie sexuelle et de retour à une vie sexuelle normale. Il y a un gros travail à faire de la part des soignants pour aborder plus librement ça avec les patients. Mais chez les patients, c'est souvent les hommes qui nous en parlent. Donc, mesdames, vous aussi, vous avez le droit de nous parler si ça va pas. Mais voilà, en tant que... je le saoule tout le temps avec mon... Mais voilà, mais c'est souvent les hommes qui parlent, qui abordent ce problème. Et évidemment, on essaye de répondre à ces attentes. Et je pense que les femmes en parlent encore moins. Donc, c'est encore plus aux équipes soignantes d'aller chercher les femmes qui ont aussi le droit de parler de ce genre de problématiques. Mais clairement, il y a un gros progrès à faire de la part des soignants. On commence à essayer d'aborder ce genre de problématiques de façon un peu plus systématique. Moi, je dirais que, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. D'abord, j'ai une longue carrière hospitalière en tant que psy en cancérologie. Je trouve qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Énormes. Il y a 25 ans, un aidant, un proche, il n'existait pas.
C'était le malade, on parlait du malade, c'était toujours le patient. Aujourd'hui, ça s'est complètement ouvert. Donc je pense aussi qu'à l'époque, il y avait peut-être, il y aurait des statistiques peut-être à consulter, mais je pense qu'il y avait plus de ruptures de couple et de séparation quand on ne tenait absolument pas compte de l'entourage et des conjoints. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite du fait que la vie de couple, la vie de famille compte et que c'est très important aussi de prendre en compte les conjoints et les proches. Alors après, il y a peut-être une étape supplémentaire probablement à franchir pour que vous intégriez dans ce qui est proposé une réflexion sur la vie intime et la vie sexuelle, sûrement. Je pense que si on se revoit dans 5 ans, il y aura eu des progrès qui seront faits dans ce sens-là. Mais je fais une parenthèse, je ne vois pas comment vous avez le temps de tout faire. Parce que, vu l'augmentation du nombre de patients et le nombre de patients que vous avez par consultation, mais enfin bon, ouais, c'est sûr qu'il y a un chantier là. Par exemple, dans le service, du coup, on a eu une formation là, et clairement, on ne va pas annoncer le myélome et dans la même consultation. Mais en fait, l'idée, c'est juste que vous... en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est avec nos infirmières de coordination qui revoient. Oui. Donc, en général, c'est nous qui faisons l'annonce. Et puis après, il y a une deuxième, puis une troisième, puis s'il faut plus, consultation avec les infirmières de coordination. Oui. Donc, au milieu des prospectus, du coup, maintenant, elles glissent une petite plaquette. Comme ça, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. C'est très bien. Oui. Voilà, vous savez que vous pouvez venir en parler avec nous. Mais évidemment que c'est pas la première problématique. Et puis après, on peut en reparler. C'est rarement les premiers mois quand même. C'est plutôt sur le suivi de la maladie. Oui. Mais du coup, juste, maintenant, on glisse une petite plaquette pour dire ça existe. Vous pouvez nous en parler. Après, j'ai juste une autre remarque. J'ai trouvé qu'il y avait une des personnes interviewées qui a dit une chose qui m'a interpellée, c'est qu'elle a dit que je passe beaucoup plus de temps avec mes proches et avec moi-même. Vous avez entendu ça ? C'est très révélateur de ce que je disais tout à l'heure, avant, sur le fait que les patients ont une réflexion sur leur vie, qui ils sont et ce qu'ils veulent. Et, je trouve qu'elle l'a très bien dit. Un sujet que je vais aborder depuis tout à l'heure, mais en fait, ça concerne peut-être pas beaucoup les gens qui sont là. Et nous, en tant que soignants, il faut qu'on garde une distance. Mais Chiara en parlait tout à l'heure. Alors, sur l'anxiété des aidants, on va appeler ça comme ça, il y a encore une fois probablement de l'équipe médicale. Mais pour nous, il y a une situation un peu complexe. C'est quand ça part d'une bonne volonté et de beaucoup d'amour, je pense. C'est quand les patients ne veulent pas en parler à leur entourage familial en disant « je veux les protéger ». Donc, des patients avec leurs parents, des patients avec leurs enfants, même s'ils sont petits. Et là, moi, c'est vraiment un truc sur lequel je veux insister. On est là pour essayer, sans trop s'immiscer, chacun fait ses choix, pour essayer de libérer la parole et que la maladie, elle n'est pas taboue. Encore une fois, peut-être que les gens ici sont peut-être pas les plus concernés, mais il y a des patients qui refusent d'en parler à leurs enfants. Enfin, ça crée des situations derrière sur le long terme absolument ubuesques. Excusez-moi, mais il y a des contextes culturels qui font aussi que c'est plus compliqué. Tout à fait. Mais en prenant en compte les contextes culturels, on essaye quand même de dire, nous, on n'impose jamais rien, évidemment. Bien sûr. Mais on essaye de libérer la parole dans toutes les familles en prenant en compte le contexte culturel. D'ailleurs, maintenant, il y a de plus en plus de consultations de services qui nous aident à prendre en compte justement la culture du patient et de sa famille. Mais en tout cas, c'est un de mes combats, c'est pour ces patients-là qui veulent rester seuls, qui veulent protéger leur entourage. En fait, je pense que ça marche pas, ça angoisse beaucoup les aidants de ne pas savoir ce qui se passe et qu'en fait, c'est d'essayer de libérer la parole, de conseiller petit à petit, d'arriver à dire, je pense que vous devriez quand même parler un peu à vos parents, vos enfants, votre conjoint. Peut-être qu'il pourrait venir en consultation, il pourrait peut-être entendre une consultation, peut-être que ça le rassurerait, etc., etc. Voilà, on ne fait que suggérer, mais c'est vrai qu'il y a des familles où il y a du travail à faire de communication. Comme l'heure tourne, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si vous ne souhaitez pas poser une question en public, vous pouvez également écrire la question et un bénévole pourra la lire pour vous. Oui, je voudrais vous répondre par rapport aux enfants, etc. Moi, je vois, j'ai des petits-enfants. J'ai une tendance à... la première question, quand ils me voient, ils savent à peu près à quoi je suis exposé.
Et il me dit, bon, bah, comment ça va, papy, etc. J'ai quand même tendance, moi, à leur dire, ça va, je les rassure, et ça me rassure également de les voir bien, en fait. Mais ils savent, vous leur avez quand même parlé. Oui, ils savent ce qui se passe, et leur question, c'est comment vas-tu? Alors, des fois, je vais bien, des fois, je veux un peu moins bien, mais ma réponse est toujours la même. Ça va, ça va. Mais vous inquiétez pas, ça va. Allez, passons à autre chose. Vous n'allez pas expliquer à vos petits-enfants les rechutes, Non, non. Je pense que juste, papy est malade, mais il est pris en charge par les docteurs, ça va aller. Voilà. Mais vous voyez, il y a des gens, même ça, c'est pas... Enfin, je pense que vous avez déjà... Enfin, déjà, la parole, elle est plus... papy est malade. Ouais, ça va aller, hein. Il va prendre des médicaments. Il y aura des jours où il sera plus fatigué que d'autres. Et déjà, il y a une part... Enfin, vous avez déjà amorcé une... Parce que vous savez ce qu'on dit tous, hein, et je pense que c'est vrai, hein, les enfants, surtout les petits-enfants, mais même les grands-enfants, en fait, ils savent qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc vous avez déjà désamorcé quelque chose, en fait. Papy va ses rendez-vous à l'hôpital, il va bien, il est pris en charge par des docteurs qui s'occupent bien de lui. Et en fait, voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'est pas... Enfin, je ne sais pas jusque dans quel détail il faut rentrer, mais... Et je crois que ça leur fait du bien à eux de m'entendre ainsi. Bien sûr. Mais je dirais que ça me fait du bien à moi aussi de les voir réagir comme ça. Si je leur dis pas très en forme, ça m'est arrivé des fois, parfois. Et bon, je les sens ça. Voilà. Donc autant même quand ça va pas, faut que ça aille. Quoi, voilà. Je pense qu'évidemment, il faut relativiser. On ne va pas tout rentrer dans le détail, mais ils voient bien que vous n'êtes pas en forme. Donc si vous le dites, bah voilà, là j'ai un petit coup de fatigue, mais ça va aller mieux. Ben, c'est dit, c'est expliqué, et voilà. D'accord. D'autres questions? Je vois l'heure tourner. Nous allons certainement dépasser de 5 minutes l'horaire du départ, si vous le voulez bien. Et s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, José. Ne casse pas l'écran. Non, simplement, je voudrais signaler que... C'est l'écran qui compte. Nous avons, au niveau de la F3M, nous avons donc un certain nombre de bénévoles qui peuvent être à l'écoute. Ils sont formés à cet effet et vous trouverez leurs coordonnées sur le site Internet. Donc, ce sont des gens qui savent écouter, c'est pas toujours facile. Hein. Et donc, sur le site Internet, sur toute la France, vous avez des bénévoles à l'écoute avec les coordonnées. Sur le site Internet, vous avez ça. Merci José. On va effectivement, on a la chance d'avoir deux animateurs de groupes de parole dont nous allons parler dans un instant. Pour en savoir un petit peu plus, vous avez dans vos sacs un petit guide qui s'appelle Myélome multiple et vie intime. Parlons-en. C'est ce petit guide-là. Également un numéro hors série de notre bulletin, c'est le numéro 50. Tu te rends compte, José? Déjà 50 numéros depuis 2007. Et ce numéro est consacré à notre thème de cet après-midi. Moi, le myélome et les autres. Vous l'avez tous dans vos petits sacs. Également, pour en savoir un peu plus, beaucoup d'entre vous connaissent le site de la F3M. Tous les documents sont disponibles sur le site et j'ai juste indiqué sur la partie gauche comment y accéder. Dans l'onglet AF3M, c'est fonds documentaires et là, vous allez avoir les guides et les dépliants. En ce qui concerne le bulletin, c'est toujours dans l'onglet AF3M, nos actions, et c'est là que vous allez avoir tout l'historique des bulletins, et y compris les numéros anciens. Il y a des numéros récents qui traitent de sujets que nous avons d'ailleurs évoqués cet après-midi. Très rapidement, alors je vais essayer de tenir en quelques minutes de façon à ne pas dépasser l'horaire. Je voudrais aussi insister sur la plateforme Myélonet. C'est un parcours pédagogique que nous avons mis en place en collaboration avec les médecins de l'intergroupe francophone du myélome, l'IFM. C'est un
parcours qui permet à la fois d'avoir accès à un certain nombre de ressources pédagogiques, mais également qui a un espace de discussion. Et il y a 2 périodes par an où il y a en fait des parcours qui sont tutorés, c'est-à-dire que nous avons également des bénévoles qui viennent les animer et qui permettent de faire ces échanges. Donc je vous recommande d'aller les visiter. Également, et là j'en arrive aux sujets qui vont intéresser Agnès et Gérard Giner, qui est un de nos bénévoles. Tous les deux animent un formidable groupe de parole à Paris qui se réunit tous les mois. Agnès, vous avez déjà pu apprécier son expertise. Gérard a été formé à l'animation. Donc c'est un groupe qui permet de lutter contre l'isolement et l'anxiété, mais c'est surtout en fait un groupe assez convivial. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui viennent, il y a à peu près 8-10 personnes. À Paris, nous sommes les seuls à combiner le présentiel et le distanciel, et ça fonctionne très très bien. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de participants qui partagent leur vécu avec la maladie et surtout qui échangent de bonnes pratiques. Donc il y règne un esprit très positif et particulièrement énergisant. Je crois que vous avez déjà pu remarquer certaines interventions de nos amis du public, et vous avez pu voir à quel point effectivement il est possible de partager de bonnes pratiques, de bonnes expériences, et puis de les transmettre, aux autres. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Agnès ? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hein. Non, mais ces groupes sont très sympathiques. Ils ont lieu tous les mois. On ne souhaite pas être plus d'une douzaine autour de la table. Donc ça peut être 6 en visio et 6 en présentiel, ou 8 et 4. Ça permet aux personnes qui sont là d'échanger. Les plus expérimentés vont donner des conseils aux plus nouveaux dans la maladie. Et c'est extrêmement sympathique. Et voilà. C'est un peu, on n'a pas trop de temps pour en parler, mais c'est très précieux. Je crois que vous avez compris effectivement ce que ça peut vous apporter et comment certains d'entre vous peuvent aussi apporter aux autres. Donc, je vous invite à les rejoindre. Oui, et ça permet à ceux qui ont déjà traversé la maladie, qui sont en rémission, par exemple, de donner du sens à ce qu'ils ont traversé en aidant les autres, les plus récents. Voilà, donc c'est un échange entre patients. Nous ne sommes que les modérateurs pour faire en sorte que chacun trouve bien sa place. Merci beaucoup. Alors, le mot de la fin, c'est qu'effectivement, nous vous invitons à nous soutenir. Sans vous, nous ne pouvons rien. La F3M a besoin de garder son indépendance puisque nous ne recevons aucune subvention de l'État ou de l'administration. Nous sommes la seule association française à représenter les malades du myélome, comme l'a expliqué tout à l'heure Martial. Donc, tous les projets que nous avons menés, et nous n'avons pas pu tous les citer, n'auraient pas pu être menés sans effectivement ces ressources et sans votre soutien. Et puis, il y a aussi un autre aspect important à adhérer à l'association, c'est en fait de maintenir ce lien social que nous avons créé au sein de la communauté des malades et des aidants. Alors, j'insiste encore sur le fait que pour adhérer, la cotisation n'est que de 20 €. Elle est de 20 € depuis 2007. On a eu du mal à la fixer à l'époque. Je me souviens des discussions et c'est la seule chose qui, en 17 ans, n'a pas augmenté. Donc là, c'était vraiment une opportunité. Et naturellement, pour ceux qui sont fiscalisables, comme vous avez une réduction de 66% de l'adhésion et du don éventuel, eh bien, les 20 € n'en coûtent que 6,66. Ça reste raisonnable.
pour faire partie de cette communauté et aussi pour nous soutenir. Alors pour nous soutenir, soit vous allez souscrire, enfin plutôt adhérer en ligne, soit si vous ne le souhaitez pas, eh bien il vous suffit de remplir ce petit formulaire que vous avez tous reçu dans vos sacs. Alors, maintenant, il me reste à remercier le professeur Arnulf et le professeur Harel. Merci beaucoup d'avoir été disponible. C'est le micro? Oui, excusez-moi de vous interrompre, c'était juste par rapport à ce que vous venez de dire. Je voulais juste savoir où vous en êtes par rapport au statut de l'association, parce que si j'ai bien compris, vous vouliez passer d'intérêt général à utilité publique pour que vous puissiez... je pense que la différence, c'est que vous puissiez faire campagne très rapidement, dans la José rue va pour pouvoir nous donner les gens. dernières nouvelles. Effectivement, nous avons donc décidé il y a déjà, depuis 2017, de revendiquer le statut de reconnaissance d'utilité publique auprès du ministère de l'Intérieur puis du Conseil d'État, puisque c'est le Conseil d'État qui décide de cela. Nous avons présenté un dossier. Bon, c'est une affaire assez longue. La préfecture nous a répondu avec, je sais pas, une infinité de modifications à faire à nos statuts. Nous les avons faites et on a donc renvoyé le dossier et puis patatras, celle qui s'occupait du dossier a changé de poste et on nous a dit qu'ils allaient nous répondre. Nous les avons relancés, on a dû un peu les énerver, ils nous ont dit sachez qu'on ne peut pas vous répondre avant 1 an. Alors qu'on avait respecté toutes les dispositions qui nous avaient été imposées. Bon, voilà. Donc, comme on est tenace et qu'on pense bien y arriver, donc on vous tiendra au courant, sachant qu'une fois que la préfecture a donné son feu vert, il y a la consultation de certains ministères et le Conseil d'État met un certain temps, comme on dit, à prendre sa décision. Moi, j'ai eu une expérience sur une autre association où on a mis 2 ans avant d'obtenir ce statut. Alors, comme disait une mauvaise langue, il n'y a rien à attendre de l'administration, hormis des délais. Alors, juste avant le mot de la fin, je voudrais également attirer votre attention sur les cours de yoga qui sont organisés toutes les semaines, le mardi, par notre amie Annie Truchot, qui est au fond là-bas, qui sont très appréciés, qui ont donc beaucoup de succès. Alors, pardon ? Annie, s'il te plaît. Alors. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Écoutez, je vous remercie de passer la parole. Je remercie aussi à la F3M là, qui a organisé ces cours et qui permet donc de répondre aussi à certaines questions qui ont été posées là tout à l'heure, c'est-à-dire faire un travail sur soi. Donc le yoga, on commence par retrouver son soi physique. Et à partir du physique et par sa connaissance de son physique, on peut aussi aller un peu plus haut et retrouver également son état mental, améliorer son état mental, et voilà, retrouver son esprit, et puis c'est également un moyen de améliorer aussi son contact social, puisque je pense que c'est vraiment un groupe très très sympathique. Voilà, et donc je pense que les personnes qui viennent aussi, bon, il y a le côté yoga, mais je pense qu'il y a également un côté très, très amical et très, très groupe, et en même temps qui va très bien aussi avec le groupe d'échange, parce qu'il y a pas mal de personnes communes aux 2 groupes. Voilà. Merci donc, Annie. Voilà, donc merci à tous. Merci. Alors, un remerciement spécial pour Agnès Perper et pour Gérard Giner qui, au pied levé,
au pied levé ont apporté quand même une très riche contribution. Il me reste à vous demander de ne pas oublier de nous remettre vos questionnaires, car nous allons ainsi pouvoir déterminer le thème de l'année prochaine. Tous les bénévoles sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Il me reste à vous souhaiter il me reste à remercier notre ami Federico qui a été formidable à la régie. Et Iba qui était aussi qui se cache derrière un écran là-bas. Merci beaucoup. Et merci à la F3M qui fait un travail énorme. Ça ne faut pas l'oublier. Bon retour et prenez soin de vous.